film, ça tient souvent à rien. Un détail, une idée brillante, un décor extraordinaire. Mais on oublie souvent que derrière les films qu'on aime tant, il y a des gens. Des êtres humains avec des histoires, des sentiments et toutes sortes d'idées. En fait, t'essaies juste de nous dire qu'aujourd'hui, on va parler d'anecdotes du cinéma pour la deuxième fois. Tout juste, baby. Ouais, alors non, en fait, les familiarités comme ça va pas le faire. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien déjà, bienvenue. Et si vous en voulez d'autres, vous retrouverez le lien vers la première vidéo dans la description. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que j'ai le choix? Alors, c'est parti pour 10 anecdotes ou plus sur le cinéma. Tourner avec des enfants, c'est la hantise de tous les réalisateurs. Ça fait partie du trio de choses qu'on ne met pas dans un film quand on veut simplifier la vie. Et on retrouve avec ça normalement les animaux et tourner dans l'eau. Mais il y en a un pour qui ce n'est pas un problème. Et il s'agit évidemment de Steven Spielberg. En fait, il y en a beaucoup plus, mais sinon l'effet dramatique marche moins bien. Sur le tournage de Rencontre du troisième type, le petit Barry, interprété par Cary Guffey, doit passer par deux émotions à la suite. D'abord la peur, puis le soulagement. Et si c'est déjà pas simple pour un adulte, alors imaginez pour un enfant. Et c'est là que Steven va s'avérer génial. Ah d'accord, donc maintenant on l'appelle carrément par son prénom. Afin d'obtenir la réaction dont il a besoin, il se met un masque de gorille sur la tête et apparaît derrière la caméra. Ouais, alors perso, les gorilles c'est ni un kiff ni une phobie. Mais t'as pas 5 ans. Toi non plus. Il va alors le retirer et faire une grimace au petit garçon, ce qui va immédiatement l'apaiser. Et lui permettre au passage d'obtenir la réaction souhaitée. Une grande leçon de cinéma. Si vous n'avez pas vu Drive de Nicolas Winding Refn, pas de soucis, ça arrive même à des gens bien. Sachez que je vous déconseille les bandes annonces. Et ne vous attendez pas non plus à un film de voiture classique. Car c'est ce qui s'est passé avec Sarah Deming, une états-unienne qui a porté plainte contre la production et les diffuseurs du film pour publicité mensongère. Déçue par le film qu'elle pensait être plus ou moins une copie de Fast and Furious, elle y découvrira en effet assez peu de conduite. Et juste pour que vous soyez un tout petit peu au courant si vous allez le voir, Drive est un drame dans lequel un pilote de cascade et garagiste arrondit ses fins de mois en conduisant pour des braquages. Mais il est où Vin Diesel? Fast and Furious. Vous en avez tous certainement vu au moins un et vous avez sûrement un avis sur la saga, mais là n'est pas la question. Et j'ai beau chercher, elle est pas là non plus. Par contre, on est tous d'accord pour dire que le cinéma, à l'instar de la magie, c'est l'art du détournement d'attention et du mensonge. Entre les effets spéciaux sur plateau et ceux par ordinateur, les angles de caméra choisis et les cascadeurs, vous vous doutez bien que tout est fait pour vous paraître vrai. Surtout quand les comédiens doivent se retrouver dans des situations dangereuses. Sauf Tom Cruise. C'est vrai, mais rien à voir. Lors du tournage du premier Fast and Furious, Jordana Brewster et Michelle Rodriguez n'avaient pas le permis de conduire, ce qui a obligé la production à embaucher des doublures pour les scènes des deux comédiennes qui comportaient de la conduite. Elles devaient être moins rapides et furieuses pour le coup. Après le tournage chaotique de Alien 3 ou Alien Cube, David Fincher remet les mains dans un long métrage avec Seven en 1995. On y suit les inspecteurs Somerset et Mills qui suivent les traces d'un mystérieux tueur en série qui s'inspire des 7 péchés capitaux. Et pour le coup, 3 choses assez intéressantes à dire sur le film, dont un spoiler que je garde pour la fin. Et je le dis pour lui, mais regardez-le si c'est pas déjà fait. Dans la scène où les inspecteurs découvrent la victime de la paresse, on pourrait légitimement se dire que le type que vous voyez juste ici est soit en image de synthèse, soit en animatronique. Sauf que non, car c'est un véritable comédien, Michael Reed McKay, pour ne pas le citer. Choisi pour sa maigreur, il a passé de nombreuses heures à se faire maquiller afin d'être méconnaissable. Et ça, c'est beau. La deuxième est que pendant une longue partie du métrage, Mills, interprété donc par Brad Pitt, porte un pansement, suite à une blessure qu'il s'est fait lors d'une course-poursuite avec le tueur. Eh bien, il se trouve que c'est une vraie blessure, que Brad Pitt et David Fincher ont décidé d'intégrer au scénario. Et donc c'est maintenant qu'on vire les gens qui n'ont pas envie de se faire spoiler. Tout à fait. Donc si vous voulez profiter d'une expérience de visionnage intacte, bien que le film soit sorti il y a 30 ans, je vous laisse nous rejoindre à ce timecode pour la suite avec le prochain film. Allez. C'est bon, on est entre gens qui connaissent le film? Ou qui s'en foutent de se faire divulgacher? Il faut savoir qu'à l'époque et dans la promo du film, Kevin Spacey n'est cité nulle part. On retrouvera seulement son nom au générique. Donc imaginez la surprise des gens lorsqu'ils le découvrent en tant que tueur en série durant la première. Et si aujourd'hui ça vous paraîtrait un peu surfait, dites-vous qu'à l'époque, Kevin Spacey est une méga star. Méga star! Et que donc, pour les spectateurs de l'époque, c'est un choc qu'un méchant soit joué par une méga star. Méga star! Et encore une juste entre nous avant de retrouver les copains, et même si je pense que vous devez la connaître, mais au départ, la fin du film ne devait pas être celle-là. Pour rappel, Mills découvre la tête de sa femme dans une boîte en carton. Ce qui fait qu'il pète littéralement un plomb et exécute John Doe, permettant d'ailleurs à celui-ci d'achever son œuvre, étant la victime
du 7e péché capital. Et bah ça, à l'époque, ça a fait flipper tous les producteurs. Sauf que Fincher, il y tenait à cette fin. Donc il a décidé de la tourner 2 fois. Soit une fin moins sombre où la femme de Mills n'est pas morte, et celle qu'on connaît. Et au final, c'est lui qui a eu raison. Toujours écouter son instinct, surtout quand tous les autres disent de la merde. Est-ce que vous saviez que dans L'Exorciste, sorti en 1973, il y a un véritable homme de foi? Non, mais tu vas nous expliquer ça. Bien vu. En fait, il se trouve que l'acteur qui interprète le père d'ailleurs, l'ami de Damien Carras, était en réalité un vrai prêtre, qui était sur le tournage en tant que consultant technique. Et d'ailleurs, L'Exorciste sera sa seule et unique expérience de cinéma. Et est-ce que tu savais que dans la version originale du film, Regan est doublé par une ex-alcoolique qui s'est remis à boire pour le rôle? En fait, il faut savoir que les producteurs étaient pas hyper joyeux de faire dire des horreurs à une enfant de 12 ans. Par contre, ça choque personne qu'elle se poignarde la ch** avec un crucifix. On est d'accord, mais ça, c'est les États-Unis. Donc, plutôt que de laisser Linda Blair prononcer des phrases aussi fleuries que « Laisse Jésus te baiser », ils vont faire appel à Mercedes McCambridge, qui a donc recommencé à boire et à fumer pour le rôle. Et elle aurait même demandé à être attachée afin de coller au mieux au personnage durant ses prises de voix. Et même pas une nomination aux Oscars. Alors, rien à voir, mais en fait, elle en a déjà eu un, en 1949, pour Les Fous du Roi. Est-ce que vous savez que Freddy Krueger existe réellement? Tu veux parler d'un tueur d'enfants qui apparaît dans les rêves? Alors, pas du tout. Mais il faut savoir que lors d'une interview, Wes Craven, le réalisateur du film, a expliqué 2 choses. Déjà, le nom du film original, sorti en 1984, est Nightmare on Elm Street. Elm Street est en fait la rue où John Fitzgerald Kennedy a été assassiné en 1963 à Dallas. Et lors de cette interview, il expliquait une 2e chose, l'origine du nom d'un des boogeyman les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Alors je trouve ça hyper intéressant, mais est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un boogeyman? Bien sûr, un boogeyman, ou croque-mitaine en français, est une figure effrayante que l'on présente aux enfants afin de les rendre sages et obéissants. Chez nous, en France, on aurait plutôt tendance à parler de sorcières, par exemple dans les villages ou autres, et sinon, plus largement, du père Fouettard. Est-ce que c'est bon pour toi? Reçu 5 sur 5. Toujours est-il que Freddy Krueger était en fait le nom d'un enfant qui a martyrisé Wes Craven lorsque lui-même était enfant. Et je suis pas sûr que le monsieur s'en soit vanté. Et c'est aussi la première apparition de Johnny Depp au cinéma. Eh mais c'est ma réplique ça! Johnny Depp toujours, mais dans un autre film, et quelques années plus tard, Sleepy Hollow. Réalisé par Tim Burton et sorti en 1999, on y suit l'aventure d'Ichabod Crane, envoyé dans la petite ville de Sleepy Hollow donc, afin d'élucider un mystère autour des apparitions d'un cavalier sans tête sanguinaire. Dans ce film, Johnny Depp monte régulièrement à cheval. Et ce cheval, il a un nom. Il s'appelle Gunpowder. Et il faut savoir que dans la réalité, Gunpowder, il est vieux. Et pour ceux qui se posent la question, Gunpowder, en français, ça veut dire poudre à canon. Mais donc, ce cher Gunpowder, juste après le tournage, est destiné à l'abattoir. Mais ça, Johnny ne peut pas s'y résoudre. Il décidera donc d'adopter son partenaire équin et de l'installer dans un champ tout près d'une de ses maisons, afin qu'il puisse couler des jours paisibles jusqu'à son dernier souffle. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue est un film de Spielberg, ça je ne vous l'apprends pas. Par contre, est-ce que vous saviez qu'à la base, l'archéologue ne devait pas être interprété par Harrison Ford, mais par un tout autre acteur? Un acteur que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, et qui s'appelle Orio, Tom Selleck. Alors, pour les plus jeunes, Tom Selleck, c'est lui. Et je pense que ça vous dit toujours rien, mais dites-vous qu'il jouait dans une série très connue, Magnum. Ça place le truc, chemise à fleurs et moustache. Sauf que finalement, Tom Selleck n'a pas pris le rôle, et c'est donc Harrison Ford qui jouera l'aventurier. Mais il se trouve que pendant le tournage, ils avaient prévu une scène où Harrison Ford, donc Indiana Jones, devait se battre dans un souk contre un homme armé de sabres. Et il devait se battre avec son fouet. Une vraie bagarre de cinéma. Sauf que, à cause d'une tourista carabinée du comédien, celui-ci proposera à Spielberg, en lieu et place du combat, que Indy sorte juste son pistolet pour tirer sur son belligérant. Ça a beaucoup fait rire Spielberg. Et c'est pour ça qu'au final, cette scène se retrouve dans le film. Et il se trouve même que c'est certainement l'une des scènes les plus drôles du cinéma. Et tout ça à cause d'un verre d'eau du robinet. Autre fait amusant, il se trouve qu'une petite partie du film a en fait été tournée en France, dans l'ancienne base sous-marine de La Rochelle. Et qu'au même moment, au même endroit, un autre film s'y tournait.
Das Boot de Wolfgang Petersen. Alors Das Boot, juste pour vous l'expliquer, c'est un film que je n'ai jamais vu, que je pense beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu, mais qui est culte parmi les cinéphiles. Après, vous pouvez aller le voir, libre à vous. Toujours est-il que donc les deux films ont cohabité et que cela a permis de réduire les coûts de production pour l'un comme pour l'autre. Dans The Big Lebowski des frères Coen, sorti en 1998, Jeff Bridges interprète le Dude. Et le Dude, c'est un homme qui a peu d'ambition et qui, globalement, vit sa vie sans avoir besoin de travailler. Et le mec se met plutôt bien. Effectivement, car le mec partage son existence entre ses potes, le bowling et la consommation de plantes décontractantes et de White Russian. Et pour ceux qui se posent la question, le White Russian, c'est un cocktail à base de vodka, de liqueur de café et de crème fraîche. Et s'il sort de sa léthargie, c'est parce que des hommes ont fait irruption chez lui, ont tout défoncé, pissé sur le tapis, parce qu'ils l'ont confondu avec un homonyme. Et ici, on est contre l'homophobie. Alors oui, mais là, on parle d'un mec qui a le même nom que lui. Oh. Toujours est-il qu'on ne sait pas comment le Dude fait pour vivre, puisqu'on ne lui connaît aucun travail. Cependant, les frères Coen avaient une réponse. Car il se trouve que dans la première version du script, le Dude devait être en réalité l'héritier des créateurs du Rubik's Cube. Sauf que cela a été abandonné par la suite, préférant laisser le flou autour de ses sources de revenus. Car cela ne nous regarde pas. Le vent se lève d'Hayao Miyazaki. Sorti en 2013, il devait à l'origine être le dernier film de la carrière du maître de l'animation japonaise. Sauf que les fans du maître, et je pense qu'il y en a ici, savent très bien que c'est un homme qui ne connaît pas la retraite. Cependant, est-ce que vous saviez qu'il avait été recalé au casting de son propre film ? Je crois que ça mérite une explication claire et concise, s'il te plaît. En fait, Le vent se lève est le premier long métrage des studios Ghibli à avoir une partie de ses bruitages réalisés à la voix. Au départ, ces techniques avaient été utilisées pour un court-métrage qui s'appelle À la recherche d'une maison et sorti en 2006. Et ça a tellement plu à Miyazaki qu'il a décidé de le refaire dans son long-métrage. Et ça lui a surtout tellement plu qu'il a décidé de passer les auditions afin de participer au bruitage de son propre film. Sauf que l'équipe de casting l'a recalé, jugeant sa performance peu convaincante. Afin de récompenser les plus assidus d'entre vous, et de vous remercier d'ailleurs d'être restés jusqu'ici, j'en ai une dernière. Est-ce que vous connaissez le rapport entre la saga Mad Max, les films Babe et les films Happy Feet ? Aucune idée, mais je sens que la conclusion va me surprendre. Et comme j'aime bien l'idée de vous faire chercher un peu, je vais vous laisser 20 secondes pour répondre dans les commentaires. Et sans tricher, accompagné de quelques accords de guitare de votre serviteur. C'est bon, tout le monde a fini d'écrire ? Eh bien, il se trouve que c'est George Miller qui les a tous écrits, tous produits et quasiment tous réalisés. Et si je dis quasiment, c'est parce qu'en réalité, pour Babe, il n'en a réalisé que le deuxième volet. Stupéfiant ! Merci d'être resté jusqu'ici, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. C'était Numa et Manu pour Déclasser, l'émission qui parle de trucs du cinéma dont tout le monde se fout, sauf moi, et maintenant vous. On se revoit bientôt et comme disait Dustin,